Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ce numéro 217 consacré aux joueurs à suivre pour cette fin de championnat. Pour m'accompagner, alors j'ai l'habitude de parler d'équipe des technocrates. Là, c'est la jeune garde, on va parler de la team Razmoket. Avec moi déjà, le coach, le community manager, le nouvel empereur du live Twitter, c'est Pierre. Ça va Pierre? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, empereur du live Twitter, je l'attendais pas là. Ouais, Pierre qui fait des live Twitter sur tout est clean, hein. Tout est clean avec son compte Twitter de fan du Thunder. Alan, on est d'accord, c'était très clean. C'était carré. Et du coup, carré. Voilà, vous l'avez entendu, Alan. J'essaye de me mettre au niveau d'Adrien, donc j'ai écrit des présentations. Il passe tellement de temps à faire des podcasts que son micro est devenu son meilleur ami. C'est Alan. Comment ça va, Alan? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va très très bien. Très content de vous retrouver. Je voulais pas venir après le match de Tatum de vendredi soir, mais vous avez été sympa avec moi. Vous m'avez pas trop été méchant, donc j'ai dit j'y allais venir. Non, le match parle pour lui-même, donc on n'a pas besoin d'être méchant. Et la coupe de cheveux parle pour elle-même aussi, donc on n'a pas besoin d'insister. On tire pas sur une ambulance. Et du coup, on va parler de Boston aujourd'hui parce qu'on va continuer, comme je l'ai dit, on va reprendre là où Alan et Pierre ici présents, accompagnés d'Adrien et Tom, qu'on salue, se sont arrêtés. Place aux joueurs à suivre pour les 11 franchises, cette fois-ci les mieux classées du championnat. Avant de reprendre ce classement, on vous invite à nous suivre sur Twitter et sur votre plateforme préférée de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. On est à 160, je crois, depuis la dernière fois que j'ai regardé. Allez, j'aurai l'objectif un peu fou d'arriver à 200 d'ici la fin de l'année, ça peut être l'objectif. Road to 200, ça va être le nouveau hashtag avec un accent anglais que vous verrez toujours incroyable. Petit message au passage pour les utilisateurs de SoundCloud, un petit message de service. On va bientôt arrêter de publier le podcast sur cette plateforme. En effet, le contenu a migré sur un autre hébergeur. On vous en parle, on fait des petites manips en arrière-plan depuis pas mal de semaines. Ça ne changera rien pour ceux qui utilisent Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Mais on va bientôt arrêter de publier sur SoundCloud. Donc on invite les habitués de SoundCloud à peut-être migrer sur d'autres plateformes que j'ai citées ou même à écouter le podcast sur le web, sur le site internet de Dunk Hebdo. Voilà, le petit message est passé. Place aux choses sérieuses. On reprend cet épisode numéro 217 sur les joueurs à suivre des équipes présentes. Les Sixers de l'Indiana, alors qu'on s'était arrêté avec les Sixers de Philadelphie, les Pacers qui ont dominé les Sixers avec un TJ Warren lunaire, plus de 50 points. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas trop. Je vais commencer par toi, Alan. Même question que la semaine dernière. Quel joueur à suivre du côté des Pacers? Alors moi, j'aurais dit Miles Turner. Je pense qu'on a tous le même. Ah ouais? Bah, tu vois, ça va être bien. Mais j'aurais dit Miles Turner parce que est-ce qu'il a pas un peu pris le côté négatif de la poussée de Sabonis depuis que Sabonis est arrivé du côté des Pacers? Et puis on en parle pas mal dans des rumeurs de trade, il y a pas mal d'équipes de gens qui aimeraient l'envoyer à droite ou à gauche. C'est vrai que c'est un intérieur intéressant qui sur le papier a tous les outils pour, je trouve, vraiment dominer, mais à chaque fois je trouve qu'il manque un peu quelque chose, que ce soit avec les Pacers, même avec Team USA l'été dernier, je trouvais qu'il avait été un petit peu décevant par moment. Et en fait, voilà, moi j'ai envie de voir si avec cette bulle, si sur un premier tour de playoff où les Pacers seront sans doute pas favoris, comment il va pouvoir jouer surtout si c'est face à une paire d'intérieur. Donc en fait, si c'est pas contre Boston, il aura un gros intérieur en face. Donc voilà, j'ai envie de voir Miles Turner et ce que devient. Comment on peut jauger Miles Turner 4 ans, 5 ans après sa draft? J'ai toujours pas de niveau où le mettre en quelque sorte, donc c'est pour ça que je vais l'observer. 5e campagne de playoff pour Miles Turner, quand même à noter. Il est rodé, mais il a jamais passé un tour. Des résultats collectifs, bien sûr. Pierre, est-ce qu'on parle aussi du côté de Miles Turner, de ton côté? Ouais, j'aurais plutôt dit aussi Miles Turner, puisque c'est un peu le choix évident avec Sabonis qui n'est pas là pour l'instant, on sait pas trop quand il va revenir. Turner, c'est un gros prospect qui a du mal à confirmer et à passer un cap maintenant les dernières années, alors qu'il était très prometteur auparavant.
Il va gagner des responsabilités si Sabonis n'est pas là. Comme l'a dit Alan, il aura des gros duels à gérer. Il devrait prendre aussi des responsabilités offensives. Après, moi, un autre joueur que j'aurais aimé évoquer aussi et que je vais regarder, c'est Victor Oladipo, forcément, qui revient de blessure, qui avait dit qu'il n'allait pas jouer. Finalement, il va jouer. Brogdon aussi manque quelques matchs assez régulièrement. Il aura un gros rôle pour les playoffs, c'est-à-dire que si Indiana veut passer un tour, il faut un gros Victor Oladipo en création. Donc à voir comment il revient, sachant que c'est la dernière année de son contrat l'année prochaine et que ça sera lui aussi une cible potentielle pour pas mal d'équipes s'il retrouve un bon niveau. Je vous rejoins sur Miles Turner, pas grand chose à rajouter. Il y a la question de la cohabitation avec Sabonis à long terme qui se pose. Je rejoins aussi Alan sur le point de la difficulté de l'évaluation de Miles Turner. Je l'ai dit, c'est sa 5e campagne de playoff. Il a jamais passé un tour, souvent parce que les Pacers n'étaient pas favoris. Et globalement, alors, c'est marrant parce que c'est un joueur dont on se rappelle pour certains highlights, notamment son dunk incroyable qu'il avait posté Tristan Thompson, je crois de mémoire. Mais quand on décortique un peu ça, ses campagnes de playoff sont pas incroyable hein, quand on voit côté statistique. Donc clairement se pose la question de son avenir du côté d'Indiana. Il a 3 ans de contrat à 18 millions l'année. Dans l'environnement actuel, on sait qu'il va y avoir des questions autour du salary cap à cause de la situation autour du Covid, mais pour des équipes, pour des contenders, ça pourrait être un joueur qui pourrait les intéresser. Donc je vous rejoins parfaitement sur Miles Turner et Oladipo aussi peut-être en outsider de ce côté-là. On enchaîne du côté de Houston, les Houston Rockets. On va enchaîner avec pas mal d'équipes de l'Est, de l'Ouest, pardon, pour être honnête. On a un trio d'équipes de l'Ouest qui va s'enchaîner devant nous. Houston Rockets, l'équipe de cœur que n'ose pas avouer Pierre. Je vais te lancer sur eux du coup. Qui est-ce que tu vas regarder du côté des Rockets, Pierre? Eric Gordon. Parce que bon là il s'est blessé, ça tombe mal dans les scrimmages, mais parce que c'est lui le facteur X qui fera que Houston ira loin ou non pour moi. Parce que si un Eric Gordon, on va dire pas au niveau de son 6e homme de l'année, mais qui s'approche de ça, qui est capable de scorer loin facilement, qui est capable d'être le 3e créateur et qui défend en plus comme il le faisait avant sur les ailiers adverses, c'est lui le factor X. Ils ont besoin de ça pour être compétitifs. Et j'ai peu d'autres joueurs à regarder. Je suis plutôt, on va dire, je sais plutôt ce que les autres joueurs vont produire et ça va être vraiment lui qui va permettre du coup d'être ce facteur-là. Et je pense que si ça se passe mal pour lui, il sera dans des rumeurs de trade, etc. Donc je pense que c'est le joueur à regarder, à voir quand il revient du coup de sa blessure à la cheville. Mais c'est l'énigme un petit peu de cette équipe-là, puisqu'on sait en fait ce qu'ils vont produire à chaque match, on sait comment ils vont jouer. Alan, de ton côté, qui est-ce que tu vas surveiller du côté d'Houston? Un joueur que je trouve que Pierre et moi on aime beaucoup, c'est PJ Tucker. PJ Tucker, je trouve qu'il est totalement monstrueux du côté de Houston. Il est essentiel, et encore plus maintenant avec le nouveau schéma, le nouveau personnel utilisé. Et moi, c'est même pas que Pierre a raison. Je pense qu'en fait, cette équipe-là, on sait ce que Harden et Westbrook vont donner. C'est-à-dire 60 points à eux deux, tu peux bloquer ça. Tu peux bloquer ça, en gros, par match. 60 points d'Harden et Westbrook, sauf cataclysme. Et ensuite, voilà, après, faut voir d'où le scoring vient. Donc, ça peut être Gordon, comme l'a dit Pierre. Ça doit être Gordon même. Et après, t'as d'autres joueurs, mais PJ Tucker, dans ce qu'il apporte dans la défense, les rebonds offensifs pour les deuxièmes chances, pour une équipe qui fait que shooter à 3 points, c'est assez important. Puis voilà, défensivement, comment il va réussir à pouvoir se coltiner des joueurs un peu plus grands que lui, mais en même temps protéger le cercle, faire tout ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment un battant. Et moi, c'est un joueur que j'apprends à aimer, parce que c'était pas un joueur que je trouvais exceptionnel ou super sympa à regarder. En fait, c'est vrai que maintenant, depuis 1 an et demi, je trouve qu'il est totalement monstrueux du côté des Rockets. Alors, je te rejoins peut-être pas sur un point, Alan, quand t'as parlé on sait que Westbrook et Harden vont marquer 60 points. Peut-être avec quelle efficacité, d'où le joueur que je vais surveiller du côté de Houston. Alors là, crime de lèse-majesté. Je vais surveiller Russell Westbrook, moi, parce qu'on sait que Russell Westbrook a eu des campagnes de playoffs pas super simple avec OKC depuis la fin de l'ère Durant. Tout simplement, il n'y a pas eu un tour de passé. On sait que c'est un joueur qui a été en délicatesse parfois avec ses pourcentages. C'est la faute du contexte. C'est aussi un joueur qui historiquement a pas des super pourcentages du fait de son jeu au tir. Et je me demande dans ce nouvel environnement dans lequel il est pas le soleil, dans lequel il est pas le roi autour de
de qui tout tourne, je me demande comment il va pouvoir évoluer, est-ce qu'il va pouvoir être peut-être un peu plus efficace, comment il va pouvoir jouer quand Harden, les rares moments, il sera pas sur le terrain. Enfin bref, dans un contexte de playoff avec beaucoup d'intensité et avec des joueurs en face et des oppositions très fortes, je me demande comment va réagir Russell Westbrook. Enfin, c'est un truc qui m'intéresse, moi. Pas de Jeff Green. Oui, c'est ce que j'allais dire, moi. Parce que Jeff Green est intéressant, en plus, actuellement, au Rockets, hein. Je crois que c'est la phrase, quoi. Jeff Green doit être content, c'est la première fois qu'on dit cette phrase, Jeff Green est intéressant. Ouais. Voilà. Il a gagné sa place dans la rotation, ouais. Et franchement, il a fait l'un des seuls qui a fait un vrai bon premier match, on va dire, côté Rockets à part Harden, donc, très intéressant. Il joue quoi? Il joue 4, non? C'est ça? En sortie de banc. Il joue 5 en sortie de banc. Ok. Il joue 5 en sortie de banc, très utilisé en roller sur le pick and roll, et en plus, il est assez adroit à 3 points pour l'instant, donc c'est assez improbable. Ça va pas durer, ça. Mais... Jeff Green qui a le nez dernièrement, hein, parce qu'il est toujours au bon endroit au bon moment. L'homme qui tombe à pic, hein, le mec est toujours il était avec Cleveland, etc. Enfin, il est bon en ce moment. On enchaîne. On a parlé de Russell Westbrook. On reste dans le petit cœur de Pierre. Oklahoma City, 9e. Alan, Pierre nous a dit en off de commencer. Donc, je pense que c'est pour se faire, qu'on se fasse lapider après. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Du coup, allez, je vais te griller la priorité. Je vais y aller. Je vais quand même regarder Chris Paul. Pourquoi? Parce que moi, alors, pour l'instant, je fais pas dans l'originalité, parce que j'estime qu'en playoff, je regarde pas le 7e joueur du banc. Moi, j'essaye quand même de souvent regarder des joueurs de premier plan. Et Chris Paul fait une saison monumentale avec le Thunder d'Oklahoma City. Il a repris là où c'était arrêté, on l'a vu dans cette reprise. Mais je pense quand même que du côté de Presti et du front office, on se dit que si certaines équipes auraient d'aventure l'idée de proposer certaines choses pour un Chris Paul, vu son salaire, on aurait peut-être la bonne idée de dire oui. Donc je pense que et vu sa timeline aussi, surtout. Ouais, son âge, etc. Donc pourquoi pas regarder Chris Paul, parce que je pense que on connaît la NBA. Si Chris Paul fait une fin de saison du même acabit que l'intégralité de sa saison avec le Thunder, je pense que le téléphone va sonner du côté de l'Oklahoma. Moi, je vais regarder Shai parce que il a vraiment pris une autre dimension par rapport à l'an passé, où l'an passé il était déjà starter dans une équipe de playoff. Là, il arrive il a prouvé pas mal de choses. Il reste très jeune, mais voilà, je pense qu'en plus avec Pierre en parlait hier dans son live, ce qui va peut-être se passer avec Dennis Schroeder, qui va quitter la bulle pour raison personnelle, je crois. Ou c'est ça, raison familiale. Naissance de son enfant. Est-ce que ça voudrait dire peut-être plus de minutes avec de la balle en main pour Shai quand Chris Paul sera pas sur le terrain? Ça peut-être, je sais pas. Donc le voir, voilà, toujours dans son évolution, et surtout, est-ce qu'il est capable dans une série de playoffs, si ça passe en dessous sur les écrans, de tirer à 3 points et de sanctionner? C'est un truc que je veux voir chez un joueur, et surtout lui, parce que s'il est capable de le faire, la mécanique est pas encore exceptionnelle, mais s'il arrive à ne faire qu'on passe plus sous les écrans, c'est très problématique pour les défenses adverses. Pierre, de ton côté, qu'est-ce que tu surveilles du côté de ton équipe? Je m'attendais à ces deux joueurs-là, et c'est les deux plus évidents, donc je suis complètement d'accord avec vous. Et en plus, Shai aura, comme l'a dit Alan, l'opportunité de jouer en meneur, vraiment, alors qu'avant il était tout le temps avec Schroeder et Chris Paul, donc intéressant à voir aussi pour ses premiers playoffs, on va dire, dans un rôle très important. Autre joueur à regarder, c'est Danilo Gallinari, qui sera un des free agents de l'été, en fait, et qui a fait une saison pleine sans blessure, qui a fait une très bonne saison, et qui sera peut-être qui aura peut-être un gros chèque en fait à la fin de l'année, parce que je pense que pas mal d'équipes peuvent s'intéresser à son profil. Il peut être très précieux, notamment offensivement, il peut créer, il apporte du spacing, plein de choses, donc très intéressant à voir comment il va évoluer, s'il est encore en forme dans la bulle. Et enfin André Robertson, parce que il est de retour après 2 ans et demi. Alors il a un rôle mineur pour l'instant, mais je pense qu'il verra le terrain même en playoff, donc faudra voir comment il est capable de revenir, et s'il restera en NBA à la suite de ce passage dans la bulle. C'est vrai, le retour d'André Robertson qui se faisait attendre du côté d'Oklahoma City à surveiller. Donc 4 joueurs pour le prix d'un. Vous savez quoi regarder du côté d'Oklahoma City. On reste dans la conférence Ouest, je l'avais dit, avec le Jazz d'Utah, qui a eu un début de période bulle assez
mouvementé, on va dire, assez mouvementé. Un match contre les Pelicans qui tient du miracle, je pense, avant une autodestruction contre le Thunder dont on vient de parler. Alan, tu regardes qui du côté du Jazz, qui en plus de ça est quand même une équipe symbole parce que c'est l'équipe dont le match avait été arrêté, etc. Enfin bref, c'est une équipe qui fait beaucoup parler le Jazz. Comme depuis 2 semaines, dès que je parle du Jazz et de cette bulle, de cette fin de saison, moi c'est Donovan Mitchell. Enfin c'est Donovan Mitchell, c'est la mentalité de ce joueur, comment il peut porter son équipe. Il l'a fait sur différents tours de playoff. Maintenant, il devait être plus aidé cette année avec Mike Conley, Bogdanovic. Bogdanovic est pas là. Mike Conley est assez décevant. Il n'est pas là non plus. Oui, tu vois. Ouais. Il y a Tom qui écoute le podcast, on peut pas dire ça. Mais l'effectif est vraiment restreint. Franchement, on en rigolait. Il joue à 7, 8. Donc je pense que Donovan Mitchell ils vont peut-être sortir dès le premier tour, mais Donovan Mitchell va faire 1 ou 2 gros cartons. Et puis dans sa 3e année, c'est un joueur qui est en pente ascendante. Puis moi, c'est un joueur que je trouve en format playoff est super cool à regarder parce qu'en termes de mentalité, de jeu, c'est un joueur super à avoir dans cette formule. Donc c'est assez simple, mais c'est le joueur que je vais regarder pour le Jazz. Un joueur alanesque, hein. On a tous nos petits péchés mignons et on sait que un profil à la Donovan Mitchell s'appelait Alan. Qu'est-ce que tu vas regarder du côté du Jazz, toi, Pierre? Ouais, c'est plutôt Mitchell, mais moi j'ajouterais une dimension à ça, c'est que par rapport à Gobert, j'ai l'impression qu'il y a un moment il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir et je pense que c'est nécessaire, tu vois, de qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, même s'ils ont pas du tout le même profil. Et Mitchell, là, avec l'absence de Bogdanovic, avec la rotation à 9, avec Niang, Moody et Bradley dans les 9, t'es obligé d'être très bon en attaque si tu veux, s'il veut. Ouais, Tony Bradley, ouais. hein, pas vrai. Sinon ça aurait été un peu mieux. Mais du coup, il va être surutilisé en attaque, il va devoir porter énormément le ballon, il va avoir beaucoup d'ISO, il va devoir créer beaucoup, parce que Conley n'est pas au niveau pour l'instant, même s'il a fait des matchs un peu mieux qu'avant, notamment le premier. Donc Mitchell à regarder bien sûr, parce que c'est le moment pour lui de prendre le pouvoir en attaque, de montrer qu'il peut être une potentielle superstar. Il a fait une grosse saison, donc pour moi il doit s'affirmer, parce que pour l'instant Gobert, de ce que je vois, reste le meilleur joueur du tas, quoi. Le plus constant, défensivement, bien sûr, le meilleur joueur, mais offensivement, quand il est servi, il est efficace, etc. Donc, il est plus précieux pour moi, pour l'instant, que Mitchell, alors que j'aimerais que ça soit l'inverse. Pas que j'aime pas Gobert, mais que pour, je pense, Utah, ça serait mieux que ça soit l'inverse. Prise de pouvoir sur le terrain, peut-être en dehors, parce que on a eu ces articles qui sont sortis au moment de la suspension de la NBA par rapport à cette relation peut-être brisée entre Gobert et Mitchell. Et alors, je veux pas défendre la corporation, mais à ce moment-là, voilà, les journalistes qui ont sorti ces articles ont beaucoup été critiqués, notamment sur Twitter. Preuve en est qu'il y a quand même quelque chose. Je suis désolé, même si c'est peut-être jugé sur des matchs de basket et sur des attitudes, on a quand même l'impression qu'entre les deux joueurs, il y a quelque chose qui est resté. Et à voir sur l'avenir, sur la suite, le futur à moyen et à long terme de la franchise, ça semble un peu compliqué parfois de garder les deux. Puis même, il y aura peut-être... Il y a aussi que Utah avait des grosses ambitions à l'intersaison, notamment avec le recrutement de Conley, et que si ce groupe n'arrive pas à bien fonctionner, bon là il y a Bogdanovic qui est pas là, mais tu peux te dire qu'il y a un moment aussi, il y en a un des deux qui va devoir être tradé, enfin tu vois, il peut avoir des gros mouvements si ce groupe-là marche pas aussi. Puis il doit être payé, Mitchell. Oui, surtout. aussi, en plus. Ouais, bah justement, oui, c'est vrai que on est peut-être sur la fin d'un mini-cycle parce qu'il y a eu ces mouvements-là, c'est vrai, mais il y a aussi un cœur de joueur qui est là depuis quelques années. Et justement, moi, le joueur à surveiller, il a été un petit peu moqué il y a quelques minutes, mais c'est Mike Conley parce que Bogdanovic n'est pas là, tu l'as dit, Pierre, et il va falloir trouver de la production offensive du côté d'Utah. Et on l'a vu sur les premiers matchs, c'est assez compliqué. Et alors, on fait aussi le carnet rose, pas seulement pour le Thunder d'Oklahoma City. Mike Conley va probablement, sa femme va mettre au monde un enfant pendant le premier tour des playoffs. Donc se pose la question, s'il y va, et probablement qu'il va le faire, ça serait un élément en moins pour le Jazz d'Utah. Donc je pense que c'est un joueur aussi, même d'un point de vue personnel, qui doit jouer beaucoup, parce que si la greffe n'a pas prise, est-ce que du côté du temps, on va pas se dire, bah peut-être qu'il faut, dès après même une seule saison, est-ce qu'il faut pas bouger et tenter quelque chose d'autre? Donc à voir. Je pense qu'il y a beaucoup, c'est assez marrant de voir qu'avec Utah, on a à peu près cité tous les joueurs majeurs de l'effectif. Bah à part Joe Ingles, quoi. Et peut-être Rudy, sur lequel on est un peu plus sûr de ce qu'il est, quoi, mais les autres c'est plus compliqué, ouais.
Conley qui a eu 1 an de la fin de son contrat en plus, hein, je rajoute juste ça avant de terminer. Et ben on va retourner à l'Est du coup avec le Heat de Miami qui a disposé des Nuggets dans le retour dans son premier match dans la bulle pour les joueurs d'Eric Spoelstra. Ironie du sort, encore une fois, on enchaîne Miami et Denver. Pierre, je vais commencer par toi cette fois-ci. On surveille qui du côté de Miami? Bam Adebayo. Parce que il est lieutenant Jimmy Butler, voire sur certains matchs, c'est le joueur le plus important de l'effectif, et que la Miami est très bien parti et sera en playoff et sera normalement 4e. Et Adebayo aura des grosses confrontations à l'intérieur. À l'Est, c'est suréquipé à l'intérieur sur les franchises. Par exemple, même au 2e tour des playoffs, si ça joue Milwaukee, je pense qu'il défendra sur Giannis, il prendra Embiid, il prendra les intérieurs d'Indiana. Enfin, il aura des grosses confrontations sur la plupart des séries. À part vous, voilà. Et encore, même contre vous, je pense ça sera à voir. Est-ce qu'il restera sur Tace ou alors est-ce qu'il sera en mission sur un Hayward ou tu vois, ça peut être jouable aussi. Donc pour moi, c'est lui que je veux regarder. C'est l'une des plus grosses progressions de l'année. Est-ce qu'il va confirmer ça en playoff? Est-ce qu'il va s'affirmer aussi dans son rôle? Il y a un truc à ne pas aussi oublier avec lui, c'est que le Heat a refusé de le prolonger pour l'instant dans l'optique de la Free Agency 2021. Je pense que c'est pas une erreur, mais je pense qu'à terme, s'ils n'arrivent pas à avoir les joueurs qu'ils veulent, ils le prolongeront. Donc, faut que lui aussi fasse encore ses preuves. Et si le Heat a vraiment Giannis, je pense que il sera sûrement sur le départ. Je vois pas les deux ensemble. Donc, il doit se montrer. Il doit montrer que ça peut être un gros joueur NBA, notamment en playoff. Là où on a un peu plus de sécurité avec Jimmy Butler. Donc, moi, c'est Bam Adebayo avec son rôle plus qu'augmenté cette saison que je vais regarder. Alors, j'étais peut-être trop déconnecté ces derniers mois, mais c'est vraiment un truc, Giannis à Miami? Je pense qu'ils visent un peu dessus parce qu'ils auront le salary cap, je pense que c'est notamment les fans du 8, je pense que c'est pour l'instant ça reste discret, notamment toutes les rumeurs sur Giannis, c'est discret pour l'instant, mais je pense que ça va monter notamment l'année prochaine. Et si Giannis n'est pas champion, encore plus. Même s'il est champion. Pour moi ça change rien. Parce que Milwaukee, ça reste, bref, on en parlera de Milwaukee. Alan, je vais vers toi du côté du peut-être la future franchise de Giannis du coup, qui on doit surveiller. Duncan Robinson. Je pensais, j'ai le même. Je pense. Non, parce que franchement, je pensais pas que ça allait devenir le joueur que c'est devenu. Il est monstrueux, genre au shoot, moi il m'impressionne, il fait que m'impressionner. Et puis voilà, je trouve qu'il est super important en fait dans cette équipe de Miami, toujours en mouvement. Et s'il met dedans à haute intensité, c'est-à-dire qu'il a toujours mis dedans, c'est toujours un joueur qui a plus de 40% à 3 points sur du gros volume, donc il mettra dedans. Mais je trouve, moi j'adore regarder l'utilisation qu'en fait Spoelstra, c'est-à-dire faire beaucoup courir, le faire sortir. C'est un des derniers joueurs qui prend ce qu'on appelle des staggers, c'est-à-dire en NBA il n'y a plus trop ce genre d'action maintenant. Donc j'adore ce joueur. Et c'est une belle histoire, une belle surprise. Il est titulaire dans une équipe qui vise le 2e tour des playoffs, peut-être même voire plus à l'Est, alors que c'est un rookie non drafté qui a fait 4 ans de fac et a commencé en 2e division universitaire. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et puis quand il prend des crises à 3 points, c'est super cool à regarder. Je pensais un peu sortir du lot, mais j'avais aussi Duncan Robinson parce que je trouve qu'avec le Heat, il y a une question qui se pose avec cette équipe. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que c'est une équipe de Jimmy Butler, c'est la même question qui se pose. Qui termine le match et qui, dans les moments chauds de playoff, va mettre des shoots? Parce que Jimmy Butler, on sait que dans ce domaine-là, il a su être décisif dans certaines séries, mais c'est pas non plus, il est pas constant et c'est pas l'assurance tout risque à ce niveau-là. Donc je pense que du côté, ça va être la jeune garde de Miami qui va devoir mettre beaucoup de tirs. Et je pense qu'en cela, Duncan Robinson est un des joueurs les plus intéressants. Donc je pense que j'ai pas fondu pour le petit chouchou de Pierre, Tyler Hero, qui est en train de devenir une star de télé-réalité en plus de ça. Mais par ses contacts féminins, oui. Mais je pense que du côté de Miami, à voir. Après, du coup, moi je pense qu'à Giannis, depuis que Pierre a cité son nom, je me dis que c'est vrai que si t'as cette jeune garde là, ça pourrait être un projet intéressant à lui vendre. C'est vrai. Dragic, si t'as Giannis avec Hero et Duncan Robinson à côté pour mettre des tirs, c'est Adebayo, tu peux mettre quand même. Adebayo, j'y crois moins, mais c'est Olynyk même, Et après t'as Dragic aussi, qui est intéressant. Il va être important sur le banc de Miami, vraiment. Parce que il est important parce que c'est le seul un peu créateur sur le banc, même s'ils ont un banc très très profond.
C'est-à-dire que je pense que même en playoff, ils peuvent jouer à 10, ça n'a rien de choquant vu les joueurs qui sortent. Ouais. Ils ont rajouté Crowder et Godala en plus. Ouais, c'est ça. Donc un Derrick Jones voit plus le terrain. Enfin, tu vois, c'est vraiment très profond et c'est très intéressant à regarder. Et d'ailleurs, pour réagir sur Duncan Robinson, ce qui est bien, c'est que il est pas négatif défensivement de ce que je vois, ce qu'on pouvait s'attendre de ce type de joueur, et il est pas uniquement dans le tir, c'est-à-dire qu'il va driver aussi, il va lire la défense, un peu comme le fait JJ Redick, plus qu'un Kyle Korver par exemple. Donc vraiment intéressant. Et une petite stat que j'ai vu passer sur Twitter, je sais plus qui avait mis ça. Regardez s'il met le premier tir ou pas. S'il met le premier tir, en gros après c'est du 50% sur le match. S'il rate le premier, on est sur du 33% après. Donc c'est une bonne indication d'un shooter de série, ça. Ah, mais quand il prend des crises, c'est ahurissant. Ah bah c'est hallucinant. Ouais. Après, t'as parlé de la profondeur du banc. Moi, je me demande toujours quel André Iguodala on va avoir aussi. Enfin, sur son premier match, on a vu qu'il y avait des moments où c'était compliqué. Quand même, il s'est fait détruire par Memphis. Enfin, dans les matchs de scrimmage. Offensivement, c'est dur. Ouais. Offensivement, c'est dur. Ouais. Crowder est bien. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. moi. C'est ouais. Tout le monde a dit ils ont tradé pour Iguodala. Ils ont plus tradé pour Crowder. Mais en fait, c'est le nom d'Iguodala qui est ronflant et qui. Mais Crowder c'est un super joueur à avoir dans ta rotation pour une campagne de playoff. Ouais, totalement. C'est vrai que après Iguodala, on sait expérience, blablabla, mais j'ai l'impression on parlait de ça quand il était avec Golden State, d'année en année, son pic de playoff était de plus en plus court. Et là, peut-être qu'on arrivait au moment où il y aura même pas ce pic-là et qu'il va même pas apparaître. On enchaîne du coup, comme je l'avais dit, avec l'équipe qui avait affronté Miami dans cette reprise, les Nuggets de Denver. Allez, je vais vous griller la priorité. Je vais parler d'un joueur que j'avais observé au début de la saison sur Feu Profil, notre format d'analyse scouting. Jerami Grant, il est en fin de contrat. C'est un profil très intéressant. Il a, après une entrée avec les Nuggets extrêmement difficile sur le début de saison, il trouve petit à petit sa place. Le shoot à 3 points fonctionne bien. Et je me dis qu'avec un joueur free agent qui a un profil extrêmement intéressant dans une free agency où il y aura pas grand monde en vrai. Enfin, moi, je lance le nom comme ça, mais je suis à Atlanta par exemple. Je me dis qu'un Jerami Grant, c'est peut-être un joueur que sur lequel je pourrais investir. Donc c'est un joueur à surveiller parce que lui, c'est clairement un joueur qui joue son prochain contrat sur ces prochaines semaines. Là, je pense que tu parles à deux conquis par Jerami Grant. Ah, vous êtes vous conduisez le train depuis. Non, parce qu'il a un profil de 4-5, 5 small ball, il défend le cercle, il peut tirer de loin. Là, le Denver l'utilise même en 3, donc il est non, très intéressant. Ouais. Bon, non, moi, si je vais regarder à Denver pour, si je peux me permettre de prendre la parole, c'est Jamal Murray. Parce que il y a un moment où Jokic va avoir besoin d'un vrai lieutenant. Millsap et Barton, c'est des titulaires NBA, mais c'est pas des lieutenants pour une grande campagne de playoff. Et je pense qu'il a besoin d'un Jamal Murray qui soit très efficace. Et on l'a vu l'année dernière que c'était très important que quand il était bon en playoff, Denver était d'un coup bien meilleur. Donc il va falloir qu'il montre que c'est une potentielle lui aussi star et qu'il confirme enfin ses progrès. Parce que il stagne un petit peu, j'ai l'impression, sa dernière saison. Il doit montrer en playoff que c'est plus que des feux de paille en fait, ses grosses performances. C'est plus qu'un coup de chaud. Donc et pour l'instant il est plus nul que Shai, quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu pour lui. Ouais, j'ai rien à rajouter, j'allais dire Jamal Murray aussi. Parce que est-ce que c'est pas le seul joueur extérieur qui peut tirer en sortie de dribble à haut volume et jouer le pick and roll quand c'est pas Jokic qui a le ballon en main, je pense. Et malheureusement, c'est très robotique et robotisé, mais c'est comme ça que ça marche en situation de playoff. En plus, avec les bacs courtes qu'il y a à l'ouest, il y a vraiment du monde. Donc, même pas forcément sur les de Los Angeles, mais plus sur les autres équipes d'ailleurs. Ouais, j'allais te dire que tu vois, au sommet de l'Ouest, t'as pas des gros bacs. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve dans les deux conférences. Au sommet, t'as pas des bacs courts. C'est peut-être un changement de paysage, je sais pas, dans la NBA, mais c'est ils en ont fait des role players, les backcourts. En fait, ouais, t'as des grands initiateurs, des jumbo initiateurs, LeBron, Giannis, et à côté, en fait, t'as des mecs qui défendent le plomb. Et donc, les KCP, même Danny Green, et pour Jamal Murray, c'est pas simple pour Jamal Murray de se prendre ces gars-là tout le temps. Et puis quand il va jouer contre des gros, je parlais plus si les Lillardier, Morant dans tous les cas, Mitchell, les deux zigotos de Houston,
Donc voilà. Mais ouais, Jamal Murray, parce que même si c'est un joueur que j'apprécie énormément, il faut peut-être passer ce palier, oui. Il faut passer ce palier. Est-ce qu'il peut tourner, voilà, c'est bête, hein, mais est-ce qu'il peut tourner, voilà, à 23-5 sur une série de playoffs? Ça serait bien quand même déjà. Ça serait bien et en étant plus constant. Voilà. Deux petites questions. Alors c'est pas pour taper sur l'ambulance Jamal Murray, mais alors certes c'est peut-être pas facile de jouer des Beverley, des Bradley qui n'est pas là, des KCP, mais c'est un joueur qui a été prolongé grassement quand même récemment. J'estime que c'est pas non plus la mer à boire que de disposer de ces mecs-là. Il est censé, le statut qu'on lui prête, ou qu'on aimerait ce cap qu'on aimerait lui voir passer, il est censé disposer de joueurs comme ça. Il est censé réussir à faire ça. Et je pense vas-y, je t'en prie. Et non, je te laisse finir sur le Jamal Murray parce que je vais ouvrir un autre chapitre après. Non, bah on en parlait souvent quand on en parlait entre nous. On lit ses performances par le prisme de l'argent qu'il a touché et c'est normal. Mais c'est aussi toi qui disais, je me rappelle il y a pas longtemps que les victimes des gros salaires, c'est les superstars parce que des joueurs qui sont pas superstars sont payés comme tels et on en attend peut-être trop vite. C'est draft 2016. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la draft 2016 déjà. Hein. Et il y a quand même des assez bons joueurs dans ce top 10. Mais oui. Mais de facto, vu l'argent qu'il touche, il doit disposer de ces joueurs-là. T'as raison. Et faudrait qu'il le fasse. Et en quelques mots, pas de Michael Porter Jr. Est-ce qu'il va beaucoup voir le terrain déjà aussi? Parce que là, il a eu du temps de jeu parce que Barton n'était pas là, mais après, tu auras plus de sûreté avec Barton et que Torrey Craig pour défendre, notamment pour défendre si ça joue les équipes de LA. Donc, est-ce qu'il verra énormément le terrain? C'est à voir s'ils ont besoin de scoring, s'ils ont besoin tu vois, d'un peu d'apport du banc que Craig n'apporte pas, peut-être. Mais tu vois, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Ok. Je faisais peut-être aussi, je citais son nom pour faire référence à ces théories intéressantes sur la géopolitique mondiale sur Snapchat. Pour ceux qui ont vu un petit coucou. On enchaîne par Boston, l'équipe Cher Allen qui a eu un démarrage difficile dans cette bulle. Alan, je vais faire l'inverse ce que j'avais pu faire avec Oklahoma City. On va commencer avec le fan cette fois-ci. Alan, tu vas surveiller qui du côté des Celtics? Gordon Hayward. C'est peut-être, tu sais, j'entends des récalcitrances dans le fond, mais c'est Gordon Hayward. On a vraiment besoin que Gordon Hayward prenne en charge la création sans Tatum et Brown sur le terrain, donc avec le banc en fait, parce que c'est un secret pour personne. Le banc des Celtics n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas assez de joueurs pour jouer. Pas profond. C'est un peu l'inverse de l'année dernière. On avait beaucoup de joueurs, bon, ça n'a pas marché non plus, hein, mais là, toujours est-il que on a vraiment besoin que Gordon Hayward devienne le créateur principal avec le banc. Et même si, voilà, en fait, je trouve que on a eu un démarrage difficile contre Milwaukee. Tatum fait peut-être son pire match de la saison et on est quand même dedans, en fait. On n'est pas largué. Parce que Smart met des shoots ou voilà, la sélection de tir de Marcus Smart, vous me connaissez, c'est les messages privés, je vais encore m'arracher les cheveux pendant tout l'été. Mais moi, c'est vraiment Gordon Hayward parce que c'est très dommage ce qui se passe avec Gordon Hayward du côté de Boston. Là, c'est quand même déjà la fin de la 3e année de Gordon Hayward à Boston. C'est passé vite, ouais. C'est passé vite. Hein. Et donc, c'est un joueur qui est au max, même s'il sera peut-être plus jamais le joueur qu'il était, que ce soit mentalement ou physiquement après la blessure. Il faudrait qu'il soit vraiment à un très bon niveau pour que quand on sorte de Brown, Tatum et Walker, qui a aussi les pépins physiques, qui a joué moins de 20 minutes le premier match, qu'on fait vraiment attention à lui, il faudrait qu'on ait un très bon Gordon Hayward, parce que sinon contre les bancs des gros cylindres de l'Est, ça va pas le faire. Pierre, de ton côté, alors oui, il y a eu des bruits au fond de la classe. Qu'est-ce qu'on surveille du côté de l'équipe de Brad Stevens? Jason bébé haircut Tatum. Non, Tatum parce que c'est lui qui est censé être le futur, la tête de la franchise en fait. C'est lui le visage de la franchise dans le futur, le joueur qui doit les amener au sommet, de par son poste, de par son talent, de par son rôle aussi, puisqu'il est prépondérant dans l'attaque des Celtics. Voilà, et il doit montrer dès maintenant, même si c'est beaucoup lui demander parce que ça reste un très jeune joueur, qu'il est capable de très grosses séries de playoffs, de se frotter aux meilleurs joueurs à l'Est,
d'être pas loin d'être le meilleur joueur de la série face à des Jimmy Butler, face à des Pascal Siakam, face aux Sixers. Voilà, il doit porter l'équipe en fait. Donc Alan a raison, ils ont besoin que tous leurs joueurs cadres et notamment Hayward soient au niveau parce que le banc n'est pas très profond et ils sont vite assez courts dans les rotations. Mais ça passera s'il y a un Tatum vraiment fort déjà. Ça ira, je pense, plutôt bien pour les Celtics. Et s'il est juste correct, juste à son niveau, ça viendra d'un coup plus compliqué. Eh ben, je vais partir sur un troisième joueur. Moi, c'est Kemba Walker. Première saison du côté de Boston, 9e saison NBA, 2 petites campagnes de playoffs seulement et pas de playoffs depuis 2016. Alors, on le sait, c'est un truc que je dis souvent dans le podcast. C'est un joueur de par ses attributs physiques qui, selon moi, est peut-être pas fait ou en tout cas aura des limitations claires en playoff. Et je me demande là si arriver pour une fois, enfin pour la première fois de sa carrière, il sera dans une équipe qui peut potentiellement passer un tour, voire plus. Est-ce que quand il va être amené à jouer des équipes, je sais pas, style Toronto, ou peut-être des machines comme les Bucks, est-ce qu'il va pas arriver un moment où on va voir, où ça va peut-être être défensivement notamment un facteur négatif pour les Celtics. Donc c'est un joueur que je vais surveiller, puis aussi sur son poids offensif, parce qu'on l'a dit, tu l'as dit Pierre, Tatum doit se révéler, mais il a aussi besoin de lieutenant, et si Jaylen Brown a su parfois un petit peu sauver la barque sur ce premier match dans la bulle, premier match officiel dans la bulle, Walker doit aussi, de par son statut d'All-Star, être capable de rentrer des shoots quand il y aura besoin. Puis Walker peut être un casse-tête défensif pour pas mal d'équipes en fait aussi à l'Est qui ont peut-être pas ce défenseur extérieur sur un petit, tu vois. Il y a beaucoup d'ailiers, il y a beaucoup de grands, il y a Giannis, il y a Siakam, il y a Butler, mais sur un plus petit comme ça peut être problématique pour pas mal de joueurs, pas mal d'équipes. Mais il a des pépins, c'est ça moi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on aura vraiment un Kemba Walker au top. Donc c'est assez compliqué. Mais ouais, je rejoins tout ce qui a été dit. Puis le pivot, en fait, juste sur le poste de pivot, il faut juste que on ait des soldats et que Kanter soit pas sur le terrain, c'est tout. C'est tout. Après, j'entendais ça, je crois, dans un podcast de Nate Duncan, ouais. Il n'y a pas tellement d'équipes qui, sur le pick and roll à l'Est, peuvent faire du mal à Kanter. Bah ouais, mais je trouve qu'il y a des coachs adverses tellement forts qui sauront tirer profit. Nurse, Spoelstra, je pense qu'ils arriveront à trouver des choses pour le mettre à mal. Plus que le système pick and roll qui le met à mal, je pense que c'est des coachs qui sauront cibler cette faiblesse. Et on l'a vu même avec les Bucks, quand il est là dans le deuxième quart-temps, c'est pas fameux. De toute façon, il faut qu'il soit très bon offensivement, parce que s'il est juste moyen offensivement, ça sert encore plus à rien de le faire jouer malheureusement. Pierre connaît, il a eu ce problème avant, donc. Et là, je cherche comment faire une transition entre Enes Kanter et les Clippers. Je n'en vois pas, donc on va enchaîner avec Edo Turkoglu. Edo Turkoglu, c'est ça, ancien joueur des Clippers. Wow, c'est fort, c'est très fort ça. On va enchaîner avec les Clippers. Équipe, je vous disais avant d'enregistrer, j'ai eu du mal à trouver peut-être un joueur à sortir du lot. Allez, je vais commencer avec toi, Pierre. Qui est-ce qu'il faut surveiller du côté de l'équipe de Doc Rivers? Ouais, c'est vrai que c'est assez dur à chercher un joueur. Il y a peu d'incertitudes dans cette équipe-là, même dans les rotations, on sait ce qu'on va avoir. Est-ce qu'au final, celui qu'on va pas plus regarder, au-delà de Paul George sur son retour à compétition, c'est Kawhi Leonard. Est-ce que c'est pas lui que notamment en playoff on va voir dans les grosses confrontations, notamment contre les Lakers si ça arrive en finale de conférence, comment il est face à LeBron, est-ce qu'il va être numéro 1, tu vois, c'est presque parce qu'il en est pas si loin que ça, Kawhi, on en a déjà parlé un paquet de fois dans le podcast, mais et tu l'as même posé en question en privé, est-ce que c'est l'homme à abattre? Voilà, est-ce qu'il va s'affirmer comme ça? Il vient de gagner, il est champion en titre. Est-ce qu'il va refaire l'exploit avec les Clippers avec un gros effectif autour? Est-ce que voilà, ça va être un petit peu le roi de la NBA sur depuis un an en fait? Est-ce qu'il va continuer de dominer? Bien que c'est pas forcément le joueur que j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de fans Kawhi Leonard, hein, on va se le dire, mais c'est un joueur exceptionnel, c'est exceptionnel ce qu'il peut réaliser. J'aimerais bien que cette discussion, Pierre l'a juste glissé comme ça. J'avoue que moi, je me suis perdu sur Twitter. J'étais dans les commentaires d'un tweet d'un gros compte, je sais plus, ça doit être américain. Voilà, ça m'arrive de lire ces commentaires qui sont ne faites pas ça sur Twitter, c'est une perte de temps. Et j'ai vu quelqu'un qui disait, de toute façon, le mec à abattre, c'est Kawhi. Alors Alan, je te lance sur ça avant que tu dises le nom de ton joueur à suivre. Est-ce que vous trouvez que vous, maintenant, le mec à abattre en NBA, c'est Kawhi et ses Clippers? Giannis n'est pas à battre parce qu'il n'est pas au sommet. LeBron, pour moi, ça reste LeBron.
le mec à abattre. Mais Kawhi a ce statut de il a été champion, il a été le meilleur joueur des playoffs l'an passé. Et ouais, il est à abattre. Il a décidé de la Free Agency 2020 pour moi. 2019, pardon. Il l'a faite et défaite. Donc il a ce statut-là. Et après, je rebondirai. Mais moi, c'est Doc Rivers, en fait, que je regarde. Les rotations de Doc Rivers. Comment il va faire jouer qui avec qui et comment. Comment il va te faire terminer les matchs. Parce que cet effectif des Clippers, on en parle beaucoup. C'est le meilleur de NBA. C'est le plus complet. De 1 à 12. Il y a même des joueurs, moi, franchement, à Boston, le 12e joueur, je le prends sur mon banc. McGruder, tu le prends, je pense. René McGruder, je le prends tous les jours sur mon banc. C'est un mec qui était titulaire à Miami, quand même, l'an passé. Il voit pas le terrain avec les Clippers, quasiment. Il l'a vu un petit peu, mais... Donc moi, c'est Doc Rivers. Comment il va faire jouer l'équipe, en fait c'était un peu schématique. C'était Kawhi et PG ensemble dans le 5, et puis surtout autour de Lou Will, Montrezl sur le banc. Comment ça va se passer en fait? Il va mettre qui avec qui? C'est-à-dire qu'est-ce que Lou Will verra le terrain en fin de match parce qu'il est aussi fort offensivement, il est cataclysmique défensivement. Est-ce que Pat Bev verra le terrain parce que s'il est très fort défensivement, c'est l'inverse. Et il est pas bon offensivement. Landry Shamet, c'est un joueur très intéressant, mais il peut poser un souci de poste parce que tu le fais jouer à poste 2, mais ça veut dire que tu fais jouer PG et Kawhi poste 3-4. C'est qui ton poste 5 face à AD, face à Jokic, face à Gobert, face à... Je sais plus, j'ai plus le dernier grand. Mais voilà, donc Doc Rivers, c'est un coach respecté, champion NBA, qui est un des meilleurs coachs de ces 15 dernières années, je pense. Donc, quand même su se réinventer un petit peu. Je me rappelle avoir taillé, il y a 2 ans, assez méchamment dans un podcast. Voilà, je vais regarder comment il va gérer son effectif sur une campagne de playoff, tout simplement. Doc Rivers, qui de mémoire a fait quand même les playoffs depuis qu'il est à Los Angeles tous les ans, enfin à l'exception d'une année, il les a tout le temps fait. Donc c'est aussi un habitué des playoffs. Et pour donner du coup la réponse à ce débat que j'ai tenté de le lancer, ça a pas pris. Je dirais que selon moi, c'est peut-être pas le mec à abattre, mais pour les 2 autres têtes d'affiche, je dis Giannis et LeBron, c'est le mec à abattre. Pour LeBron, pour prouver que non, c'est toujours lui le patron, c'est pas Kawhi, et pour laver l'affront de l'année dernière du côté de Giannis. Donc je pense que pour ces deux-là, c'est peut-être lui l'homme à abattre. Du côté Clippers, alors là j'ai décidé d'aller du côté hipster pour les Clippers vu que j'avais un peu de mal. Jamichael Green, Montrezl et oui. Montrezl est hors de la bulle. Il y a eu un décès de sa grand-mère, je crois, de sa famille. Visiblement, le front office et le coaching staff des Clippers lui ont dit de prendre son temps. Et du coup, se pose la question, c'est un joueur qui a un impact énorme, qui on met derrière. On voit que tu parlais de rotation de Doc Rivers, il a tenté des trucs, Maurice, Zubac, etc. On voit que Jamichael Green est passé de 28 à quelques grappes de minutes dans ce deuxième match, même si le deuxième match est tellement particulier vu que ça a été un massacre à la tronçonneuse. Enfin, on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc, à surveiller, Jamichael Green, c'est plutôt le symbole de qu'est-ce qu'on fait pour réussir à remplacer le rendement de Montrezl. Et du coup, ça, c'est intéressant du côté des Clippers. On enchaîne, on retourne à l'Est avec les champions au titre. Qui aurait parié qu'on aurait eu les Raptors aussi haut, aussi loin dans la saison? Sur le podium, les Raptors de Toronto. Allez, Pierre, qui on regarde du côté des Raptors de Toronto, qui sont, alors, du coup, vu qu'on a le droit, alors j'ai remarqué, on le dit maintenant, on a le droit de se dire les messages qu'on s'envoie sur la conversation du site. Pierre nous a envoyé ce matin, enfin ce dimanche matin du coup, les Raptors, c'est très fort. Oui, j'ai dit, je crois qu'ils font pas rire, je crois. Non, ils sont vraiment impressionnants et à chaque fois qu'on en parle d'eux, on est surpris, agréablement surpris par ce qu'ils produisent. On voit que c'était au-delà de Kawhi, il y avait une vraie équipe derrière qui est très forte pour jouer au basket, vraiment. Et celui qu'on va regarder, je crois qu'on a le même, toi et moi, Ben, c'est Pascal Siakam. Parce que c'est censé être l'option numéro 1. C'est censé être le joueur au-dessus des autres, notamment dans les moments chauds, celui qui va porter un petit peu l'équipe, même s'il y en a d'autres que peut-être qu'Alan parlera de Kyle Lowry, mais je pense pas, mais il y en a d'autres qui portent un peu l'équipe sur certains matchs, mais c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. S'il est à son plein niveau, il doit montrer en play-off en tant qu'option numéro 1, donc sans Kawhi par rapport à l'année dernière,
qu'il est capable d'avoir ce rôle, parce que lui aussi il va se frotter à des gros joueurs à l'Est. On a tendance à dire qu'il y a eu beaucoup de gros joueurs à l'Ouest, il y en a quand même certains à l'Est qui sont très solides. Il va peut-être devoir scoltiner Giannis en 1 contre 1, tu vois, donc il aura un vrai rôle. Ouais, Simone Embiid, il va avoir un vrai rôle, parce qu'en plus il est un petit peu à la création, il est à la finition, il est défenseur, enfin il va devoir être très fort aussi pour que Toronto aille loin, je pense, parce que ils pourront pas se reposer sur leur collectif indéfiniment là où ça va commencer de se durcir, parce qu'il va y avoir des grosses batailles à l'Est. Bah t'as un peu tout résumé, hein, donc je vais pas m'arrêter. Moi aussi j'avais Siakam. La question qui résume un peu tout ça, c'est est-ce que ça peut être dans cette folle progression qui continue d'avoir le Pascal Gang, on le salue, est-ce que ça peut être l'option numéro 1 d'une équipe qui vise très très haut, quoi. Alan, qui est-ce que tu surveilles du côté des Raptors, toi? Non, franchement, vous m'avez convaincu en fait. Je suis assez honnête. Tu m'as convaincu surtout avant qu'on enregistre, quand tu m'as dit que Kyler, on sait déjà ce que c'est. Ouais, j'étais mauvaise langue, mais c'est vrai qu'on sait quand même un peu déjà. C'est pas faux. Il a fait des grosses finales NBA par moment, ou même nous-mêmes on se disait, il surnage un peu là. Genre il fait ça au bon moment, mais ouais, Kyler est un fort joueur, hein. C'est pas un joueur que j'apprécie plus que tout ça, mais très peu de monde apprécie. Je pense que c'est pas un joueur très apprécié. Parce que tu détestes quand il joue contre toi, parce que c'est le joueur chiant, qui va gagner des ballons de merde. Enfin, tu vois le vrai truc. Ouais, très. Totalement. Tu t'aimes pas quand il est contre toi. Il parle beaucoup. Il a ce côté-là. Non, je veux dire Siakam en fait, comme vous, voilà. C'est rare un joueur qui progresse autant, et c'est rare un joueur qui peut passer de deuxième option d'une équipe qui gagne les finales, deuxième, troisième, parce qu'il y avait Laurie, encore faut débattre. Ah, voilà, un joueur qui est devenu titulaire All-Star Game, et qui est deuxième tête de série numéro 2, donc qui est censé aller en finale de conf. Et ben on va le voir avec les clés en main et les clés du camion. Donc ouais, pas plus que ça. Les Gasol, Ibaka, tout ça, très bien. Fred VanVleet qui joue pour de l'argent, ok. J'aurais fait mon hipster, j'aurais dit Terence Davis, mais non. Donc non, Pascal Siakam comme vous. Voilà, hâte de voir des potentielles confrontations contre des fronts courtes de l'Est. Ouais. Terence Davis. Est-ce que vous avez vu cette histoire incroyable qui est sortie sur Twitter par rapport à Terence Davis, par rapport au virus qui porte volontairement, vu qu'il fait partie de cette élite composée de Dwight Howard avec Michael Porter, etc., qui ont leur théorie bien à eux sur le Covid, il porte volontairament son masque troué à l'intérieur de la bulle. Enfin, bref, c'est... Mais déjà, en NCA, il avait des petites choses un peu bizarres. Dans les interviews draft, il avait dit des petites choses un petit peu étranges. Donc, on connaît. Et juste, parce du coup, on s'est un peu tous rejoints sur Siakam, on sort un peu du contexte de cet épisode. On parle beaucoup des Bucks à l'Est. Pierre a dit, attention, pas bon à prendre les Raptors. On croit, je vais pas aller jusqu'à dire un doublé, mais on croit peut-être à une deuxième qualification en playoff. En finale NBA, pardon. Moi, c'est pas inconcevable, hein. Pour moi, ils sont numéro 2 pour l'instant à l'Est, parce que certaines équipes ont déçu. Je pense qu'ils sont quand même un cran au-dessus de Miami. Après, Milwaukee est quand même très 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 fort cette année. Ça ferait vraiment une grosse déception pour eux de pas passer, mais pour moi, ils sont deuxième, et ils ont un effectif qui leur permet de gêner presque tout le monde et de s'adapter à presque tout le monde, parce qu'ils ont une bonne profondeur, ils ont des grands capables de tirer de loin, ils ont des ailiers, ils ont plus des guards. Enfin, c'est très complet, c'est très diversifié leur effectif, donc c'est assez intéressant, et ils sont assez polyvalents pour pouvoir défendre sur tout le monde et attaquer sur tout le monde. Et toi, Lan, du coup, en quelques mots? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'ils sont plus proches du groupe Boston, Miami que de Milwaukee, sauf qu'ils ont quand même des choses très bien dans des confrontations directes avec Milwaukee. Le problème, c'est qu'ils ont plus Kawhi. C'est ça. Quand même, toujours est-il quand même que c'est lui qui fait basculer la série au bout d'un moment, et qui fait que les Raptors passent. Parce qu'ils sont menés 2-0, ils gagnent 4-2. Et même si Gasol éteint Giannis, il y a un moment, il y a un moment que il fait un chantier quand même. J'ai regardé un peu les highlights à nouveau cette semaine, il fait un chantier à un moment quand même. Ouais, non, c'est irréel. Donc je vous rejoins après. Enfin, je pense qu'on peut résumer ça en quelques mots. S'il arrive une bricole, on sait pas, blessure, on souhaite rien. Aux Bucks, c'est l'équipe numéro 1 à l'Est. Enfin, c'est de très loin, je suis assez d'accord là-dessus. Eh ben, on monte avec les leaders
de la conférence Ouest. Et après leur victoire, du coup, contre leurs voisins des Clippers, il est fort probable que les Lakers restent numéro 1 de la conférence Ouest à l'approche des playoffs. Qui est-ce qu'on regarde du côté des Lakers? Là, il y a beaucoup de choix possibles. Allez, je vais commencer avec Alan. Cette fois-ci, on regarde qui du côté des Lakers pour ces playoffs et peut-être plus. KCP, c'est lui, je le dis depuis 2 semaines. C'est le facteur X. C'est Kentavious Caldwell-Pope qui doit remplacer Avery Bradley. Et vraiment le remplacer très très bien. Jouer une 30aine de minutes par match, défendre très très bien contre les guards adverses et rentrer à 3 points. Rentrer à 3 points dans ces schémas où LeBron a le ballon, AD est là, AD qui d'ailleurs, non mais sérieux, est monumental contre les Clippers à un moment, on en parlait avec Ilias. Il a eu cette phrase où c'est un débat, il a dit à un moment, il a des flashs de meilleurs joueurs du monde par moment. Où tu te dis, alors je suis pas forcément d'accord sur ça, mais c'est vrai qu'à certains moments, quand il se met à tirer à 3 points et tout, quand c'est monumental. Donc pour moi, l'axe LeBron AD, je me fais pas du tout de soucis. Danny Green, très solide role-player, il sera là. Le 4e larron, c'est Kentavious Caldwell-Pope, et je pense qu'il a beaucoup à gagner à faire une grosse campagne de playoffs pour lui et pour les Lakers. Je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, pour moi c'est l'un des joueurs les plus importants de ces playoffs. Je rejoins Ilias peut-être sur le fait que oui, il y a des moments où Davis peut sembler être le meilleur joueur du monde. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ces flashs-là, on l'a avec 4-5 mecs différents en ce moment, en fait. En NBA, qui a maintenant, peut-être qu'avec le fait que la couronne soit un peu disputée. Je te rejoins sur, du coup, je te grille la priorité, Pierre. J'avais le même joueur parce que je pense que, même si je relativise encore l'importance peut-être du backcourt chez les grosses cylindrées, à l'ouest comme à l'est, ça reste un joueur qui va devoir remplir un trou. On en a parlé dans l'épisode questions-réponses d'il y a 2 semaines. On vous invite à aller le réécouter. Donc ouais, j'irai voir KCP, et puis peut-être, oui, j'ai déjà parlé de lui, mais Anthony Davis, il y a ce débat qui commence à arriver. Est-ce que c'est pas lui le numéro 1 du coup sur ces playoffs, et voir du coup pour la première fois Anthony Davis dans une grosse cylindrée, qu'est-ce qu'il va faire? J'allais le dire, moi c'est de voir Anthony Davis loin dans les playoffs. Ce qui n'a pas été le cas pour l'instant et tout, donc c'était surtout ça que je voulais voir, qu'est-ce qu'il allait donner dans ces cas-là. Et après j'avais 2 autres joueurs, moi c'est Kyle Kuzma. Kuzma, on n'en parle pas. Compliqué, hein. Ouais, parce que voilà, justement il a eu une saison compliquée alors qu'il était prometteur, on va dire, sur les 2 premières, mais avec les défauts qu'il a, bien entendu. Les Lakers, ils auront besoin de points en sortie de banc, ça peut pas être que LeBron, que Davis qui score tout le temps. D'ailleurs, Davis, ça serait intéressant de voir aussi sans LeBron sur le terrain ce qu'il donne en playoff, parce qu'il y a plus Rondo pour le servir. Il y a une adaptation à voir et c'est pas forcément efficace pour l'instant. Si je joue avec Kuzma, il aura pas le ballon de toute façon. Donc oui, donc voilà. Mais voilà, comment Kuzma va évoluer? Est-ce que ça va enfin devenir déjà? Est-ce qu'il va enfin jouer intelligemment un peu plus en attaque? Est-ce qu'il va être enfin bridé, peut-être au vu de l'enjeu? Est-ce qu'il va être efficace? Est-ce qu'il va pouvoir être un petit peu ce facteur X offensif qui va aider les Lakers? Parce que les Clippers, ils en ont plein, par exemple, de ces joueurs-là. Sur le banc, et les Lakers en auront besoin. Et après, ce que je vais regarder, ça va vous faire rire, je sais que vous allez m'insulter, mais c'est Dion Waiters. Parce que... Pourquoi? Mais parce que, en fait, je pense qu'il va jouer, et je pense qu'il va être important, parce que, en sortie de banc, c'est-à-dire que quand LeBron sera plus trop sur le terrain, c'est peut-être lui qui va porter la balle, en fait. Et c'est ce qu'on voit un petit peu... ce qu'on voit un petit peu depuis les scrimmages et les premiers matchs, c'est que Waiters, s'il a la balle en main, il essaye de faire de Waiters avec plus ou moins d'efficacité. Il a des drives, il a des tirs des fois un peu improbables. Mais c'était pas horrible contre le Clippers. Non, c'était pas horrible. C'était pas horrible. Je pense qu'il sera important parce qu'il va avoir ce rôle de créateur pour mettre en valeur peut-être Davis ou d'autres joueurs du banc. Et ensuite, il va devoir défendre dur parce que sur les guards adverses, notamment sur le banc, par exemple face aux Clippers, il aura un gros rôle. Donc moi, il sera sur le terrain. Donc pour moi, je vais regarder ce qu'il va produire, hein. Parce que Waiters, la dernière fois qu'on l'a vu vraiment en forme, il était très 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 fort. À Miami, c'était un peu improbable. Miami, ouais. Et il a déjà été très bon en playoff, là aussi, à OKC, il défendait très fort. Donc, ça se trouve, ça peut être la bonne pioche. J'ai pas autant d'espoir que ça, mais je vais regarder ce qui se passe avec Waiters et si ça peut être quelqu'un du futur, pour les Lakers, hein. C'est vrai que, alors on a été médisant par rapport à Waiters, surtout moi dans l'épisode, encore une fois, d'il y a 2 semaines, mais c'est vrai que c'est pas inconcevable de le voir faire d'être sublime sur genre un run de playoff où il arrive à avoir ce rôle de porteur de balle en sortie du banc, ce qui est un peu son rôle idéal.
Honnêtement, c'est à peu près ce qu'ils doivent faire et c'est pas inconcevable. Et je te rejoins, Pierre. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vu vraiment en forme à Miami, il était très fort. Enfin, c'est juste, on sait que lui, il faut réussir à le maintenir en forme. Et peut-être que, je sais pas, le contexte bulle pour lui est plus positif qu'un contexte où tu le lâches dans les rues de Miami ou etc. Bulle plus LeBron, plus revanche d'avant. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Tu peux te dire que ça peut bien tourner pour Dion Waiters. Et ben on va finir ce marathon des 22 équipes, un joueur à suivre pour 22 équipes. Enfin bien souvent il y en a plus qu'un, vous l'avez deviné, souvent il y en a 5 parfois, avec les Bucks de Milwaukee de Giannis. Allez, est-ce que quelqu'un a mis Giannis? Non. Ah bon, pas moi non plus. Alors allez, je vais commencer par toi Alan. Tu as mis qui à surveiller du côté des Bucks? Brook Lopez. Faut que Brook Lopez et la réussite à 3 points de Brook Lopez. Voilà, tout ça. Parce que défensivement, on sait ce qu'il apporte. Il est super fort dans ce schéma défensif des Bucks, cette espèce de tronc d'arbre qui protège le cercle avec Giannis à côté. C'est une double tour de contrôle. Mais en termes de spacing, si il a de la réussite à 3 points, parce que c'est un bon shooter à 3 points, mais c'est pas un shooter à 3 points naturel. Il fait pas ça non plus depuis très longtemps. Il a évolué avec son temps et été mis dans un système qui est super propice à ça. Mais si on se retrouve avec un Brook Lopez qui met dedans, voilà, moi je pense que à l'aise ça devient très compliqué. Donc la réussite à 3 points de Brook Lopez, c'est une chose que je vais regarder parce que j'ai pas les stats en tête et peut-être que je me trompe, mais c'était pas exceptionnel les playoffs l'année dernière, de ce que je me souviens. Il les prend, donc pour la défense c'est important, pour le spacing, pour les 1 contre 1 pour Giannis et tout, mais s'il les met, ça sera encore plus fort. Et Pierre, de ton côté, qui est-ce qu'on surveille du côté des Bucks? Alors déjà, ça peut être intéressant de voir Giannis parce que je l'ai jamais trouvé archi dominant en playoff. Donc c'est peut-être l'année où il peut enfin l'être, donc ça sera intéressant à regarder. Je suis d'accord avec Lan sur Lopez qui a été pas spécialement performant l'année dernière et pas très adroit. Mais moi c'est Eric Bledsoe parce que c'est pas Middleton. Non, parce que Middleton, j'ai pas espoir. Donc, non, mais Middleton, il va défendre, il va mettre des tirs, etc. Et c'est pas pour moi lui qui fera vraiment le plafond des Bucks en fait. Pour moi, c'est un cran de sécurité. On sait ce qu'il va apporter tout le temps. Alors là, on en a une nouvelle. Un cran de sécurité. Celle-ci, je vais la répéter. Non, tu vois, il va apporter pas loin de sa vingtaine de points, il va défendre fort, il va mettre des tirs. Voilà, je suis assez serein sur ce que va apporter Middleton, bien que ce soit pas un vrai lieutenant pour moi. Mais Bledsoe, il avait pas été bon l'année dernière en playoff. Il doit montrer que c'est capable d'être un lieutenant pour Giannis. On a parlé en sous-marin, petit à petit, ça va discuter des rumeurs par rapport à Giannis et sa prolongation ou pas. Bledsoe, ça peut être un vrai facteur dans sa prolongation ou pas, s'il est bon, s'il est capable d'apporter à côté de lui. Voilà, si ça arrive à être un guard dominant, parce que sur le papier, est-ce qu'un Eric Bledsoe, il doit être forcément bien en dessous de, tu vois, d'un Kemba Walker en match-up, ça doit se tenir. Tu vois, même si Walker est plus scoreur et plus voyant, ça peut se tenir pareil face au guard de Miami, pareil face à Kyle Lowry. Il doit pouvoir rivaliser avec ces joueurs-là et pour l'instant, il l'a pas fait. Et moi je vais contredire Pierre et je vais mettre Chris Middleton, le cran de sécurité. Pourquoi? Parce que, alors encore une fois, je me projette peut-être un peu trop loin, mais si on part sur une finale Milwaukee-Los Angeles, que ce soit Clippers ou Lakers, il y a un moment où Giannis pourra faire sa série où il va se révéler. Il y aura une deuxième star de l'autre côté, une deuxième superstar. Et Middleton semble mettre quand même le joueur parmi l'effectif des Bucks le plus à même de se sublimer. Donc je mets Middleton. Est-ce que j'y crois comme Pierre? Pas vraiment. Mais je me dis que, alors c'est peut-être une vision un peu trop centrée sur les stars, mais on sait que bien souvent c'est elles qui font la différence dans une finale NBA. Et j'ai du mal, c'est pour ça aussi que j'ai du mal personnellement à voir les Bucks champions, c'est que j'ai du mal à voir une série où le duo de Los Angeles, que ça soit Clippers ou Lakers, encore une fois, va pas dominer le duo de Milwaukee. Et partant de ça, ça devient compliqué d'aller décrocher le titre. Je suis d'accord. C'est-à-dire que contre le duo de Los Angeles, ils peuvent avoir l'équipe d'LA peut avoir les deux meilleurs joueurs. Ouais. Tu vois. Et partant de ça, ça peut être, surtout si c'est les Lakers, ça peut être, ça peut être extrêmement compliqué. Et on va finir là-dessus. Du coup, ce joueur, cette seconde partie, je vais y arriver de l'épisode numéro 217. Là, je vais vous prendre en traite complet. On a parlé des 22 équipes qui gagnent le titre. Lakers. Les Rockets. Oh là là. C'est la hot takes, moi je préfère. Comme ça au moins.
J'essaie de rester fidèle Non, à ce que j'ai dit, moi. Sinon, les Lakers, je pense aussi, en vrai. J'ai dit que je vais rester fidèle. Puis Alan l'a dit, je vais rester fidèle à moi-même. Je vais dire les Clippers, mais j'y crois de moins en moins. J'y crois honnêtement de moins en moins. Faudra qu'on parle des Clippers, je pense. Ouais. Peut-être avant le début de l'heure, voir comment ils sont là sur les scrimmages et tout. Mais ouais, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je parlais de Rivers et tout, parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Il y a tout pour, mais pour l'instant... Ça marche pas. Ouais, voilà, je sais pas. C'est sensation de frustration. PMU, mais voilà, c'est... Non, mais c'est vrai, il y a une sensation de frustration quand tu vois cette équipe. C'est assez incroyable. Après, enfin, c'est pas, je balance des idées de podcast comme ça, mais est-ce que c'est pas aussi, à chaque fois qu'on annonce une équipe surarmée, etc., est-ce que c'est pas aussi le problème des trop riches? On l'a vu avec les Celtics l'année dernière, on le voit cette année avec les Clippers. Il y a un moment, on n'est pas sur Touquet. Il y a un moment, il y a des questions d'alchimie d'effectifs qui doivent se poser. Ouais, c'est clair. Moi, c'est ça qui me manquait aux Clippers, et encore, ça va mieux qu'avant, c'est de l'alchimie, du collectif, des repères, tu vois, offensifs et défensifs pour l'équipe. Alors après, tu compenses largement vu le talent qu'il y a sur le terrain, mais ça manquera peut-être au fur et à mesure. Et ben on va conclure du coup comme ça cette seconde partie de l'épisode 217. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre, comme je l'ai dit en début d'épisode, sur Twitter et sur votre plateforme de podcast préférée. Encore une fois, pour ceux qui étaient peut-être endormis au début de l'épisode, si vous nous écoutez sur SoundCloud, pensez peut-être à commencer à changer de plateforme, parce qu'on va bientôt arrêter de publier sur cette plateforme SoundCloud qui nous aura hébergé pendant les 4 premières années du podcast. Messieurs, on a à nouveau de la NBA, donc ça fait plaisir. Et on se retrouve dans une semaine pour un épisode un peu particulier. On spoil comme ça, on dit rien. On lance juste un petit bout de pain, puis on vous en dira plus peut-être dans la semaine. C'est une miette, ça, c'est même pas un bout de pain. Là, c'est une miette, là, c'est juste, c'est ce qui reste, c'est le bout du pain, hein. Même si, dans certaines familles, on se bat pour ça, hein. Le bout du pain est très apprécié. Et voilà, je pensais jamais finir un podcast en discutant en parlant de croutons. Croutons de pain. Bon, c'est le moment de finir, hein. On vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut. Salut.